Docteur, les titres de la presse sont éloquents ces derniers jours. En Bretagne, la situation se dégrade fortement. 1200 nouveaux cas de virus en 2 jours, avec un taux d'incidence de 106 cas pour 100 000 habitants, soit 2 fois au-dessus du seuil d'alerte. 28 nouveaux clusters en 2 jours, avec un nombre d'hospitalisations en forte hausse. Docteur, quelle est la situation dans le bassin de Redon et particulièrement à Rieux où vous exercez? Moi, ce que je peux vous donner, c'est mon impression personnelle. J'ai le sentiment que nous avons affaire à de plus en plus de cas. Actuellement, moi, personnellement, je suis depuis les vacances de Noël, Nouvel An, à 1 à 3 cas par semaine. Et je remarque qu'il y a également une diminution dans l'âge. Et manifestement, on a souvent des sujets qui ont moins de 30 ans et qui, heureusement, ne présentent pas de signes de gravité, voire sont, comme on dit, paucisymptomatiques, c'est-à-dire avec très peu de symptômes. Et pour ma part, depuis le début de la pandémie, je n'ai pas eu de cas graves, c'est-à-dire je n'ai pas eu personne à déplorer qui serait passé en réanimation et en soins intensifs. Ce sont des cas qui se sont toujours améliorés. Certains, par contre, ont gardé des signes de fatigue, de fatigabilité, parfois des céphalées pendant plusieurs semaines, mais je n'ai pas eu à déplorer de cas sévères. Les écoles et les cantines sont-elles des facteurs de propagation? Bon, vous écoutez comme moi les chaînes généralistes de télévision, où vous entendez tout, le contraire de tout d'ailleurs, puisque certains vont vous dire que les enfants sont non contaminants, d'autres que les enfants au contraire sont des bombes contaminantes. Donc je pense que tant qu'on n'a pas davantage d'études, à mon avis, il est difficile d'affirmer l'un ou l'autre. Ce qui est sûr, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas eu d'éclosion autour des cas scolaires. C'est-à-dire que si on a par exemple un ou deux scolaires qui est atteint et testé positif, c'est pas pour autant qu'on, dans son environnement personnel, familial, on a observé l'apparition de cas. Donc, probablement, possiblement, que les enfants sont peu transmetteurs. Mais là, encore une fois, prudence, et il vaut mieux s'assurer d'abord par des études plus sérieuses que c'est là la réalité. Au niveau des masques, on s'y perd. Entre ceux en tissu qui sont apparemment maintenant mis en cause, les chirurgicaux et les FFP2 qui sont introuvables, que recommandez-vous? Bon, de toute façon, le port du masque, quel qu'il soit de quelque matériau que ce soit, me paraît nécessaire et il est bien qu'il ait été rendu obligatoire dans beaucoup d'endroits. Les masques en tissu de catégorie labellisée sont également efficaces, aussi bien que les masques de fabrication plus industrielle. Maintenant, il faut savoir ce qu'on entend par l'usage du masque. Le masque, c'est d'abord et avant tout pour limiter l'explosion des fameux nuages de gouttelettes flugles qui peuvent transporter le virus et le transmettre à d'autres. Et puis il y a effectivement, mais ça c'est plutôt d'usage chirurgical, le FFP2 qui lui par contre protège dans les deux sens. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne transmettra pas de bactéries ou de virus à la personne sur laquelle on est en train de prodiguer des soins. Et de l'autre côté, on est protégé aussi soi-même de ce que la personne pourrait transmettre une infection virale. Donc, je pense qu'il faut continuer à mettre le masque dans toutes les circonstances où c'est nécessaire. Ce que je regrette, c'est que l'accentuation qui a été mise par les médias et toutes les décisions qui ont été prises, d'ordre réglementaire, et qui visent à obliger au port du masque,
font négliger les autres mesures. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un relâchement au niveau des mesures barrières. La distanciation est à peu près respectée. J'avais regretté dans une précédente intervention qu'on en soit resté au mètre, alors que tous les pays anglo-saxons et les pays du nord de l'Europe étaient aux 2 mètres. Ou pour les anglo-saxons, tout fit. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, ça y est, on est revenu à la distanciation des 2 mètres, et surtout l'usage du gel hydroalcoolique ou du savon pour le lavage des mains. Et là, je pense que là, il y a laisser-aller, il y a un relâchement à ce niveau-là. On le voit dans les magasins, les gens ne s'arrêtent plus, ne mettent plus de gel hydroalcoolique. La distanciation n'est pas toujours respectée. Autant le masque me paraît être bien appliqué et bien suivi, mais pas toujours bien posé. On voit encore des masques, des gens qui ont le masque en dessous du nez. Il faut par ailleurs que, une fois posé, le masque soit hermétique. Il ne faut pas que le souffle puisse sortir de chaque côté de façon et puisse propager le virus du côté du visage. Et puis il faut arrêter de se tripoter les yeux, de se tripoter la bouche, de façon à ne pas contaminer ce qu'on touche après dans le magasin. Et puis peut-être aussi être plus vigilant sur le nettoyage des mains après avoir remis le caddie en place. Je pense qu'on peut très simplement se mettre un petit coup de gel hydroalcoolique dans la voiture et puis éventuellement quand on rentre chez soi, sursavonner les mains. Et puis voilà. Mais je pense que les mesures barrières, ces mesures barrières-là qui sont d'une simplicité étonnante, elles sont payantes. La preuve en est, on voit bien dans nos cabinets, on n'a plus d'enfants malades. On ne voit plus d'enfants avec des gastroentérites. On a quelques cas de rhinotrachéite depuis quelques jours, à cause du refroidissement qu'on a eu, mais on ne voit plus d'enfants malades. Donc c'est bien la preuve que lorsqu'on prend les mesures de protection, d'hygiène des mains et d'écartement, eh ben, on a des résultats. Concernant les vitamines, y a-t-il un intérêt à prendre des vitamines, en particulier la vitamine D, pour se prémunir du coronavirus? Alors il y a un gros problème actuellement de santé publique en France, qui est effectivement la carence constatée par tous en vitamine D, et sur l'ensemble de la population. Relâchement chez l'enfant, où on ne supplémente plus comme on le faisait dans le temps, il y a encore quelques années, jusqu'à l'âge de 3 voire 5 ans. Donc maintenant, on supplémente jusqu'à l'âge d'1 an et encore. Dans la population âgée, n'en parlons pas, là c'est une catastrophe. Les taux de vitamine D sont extrêmement bas. Donc il y a une carence générale, de toute façon, de toute la population, au point qu'on nous a demandé, nous médecins, de ne plus doser la vitamine D et de supplémenter sans pour autant vérifier le dosage, puisqu'il n'y a pas de gros intérêt, puisque tout le monde de toute façon en est privé. Donc supplémentation en vitamine D. Autre proposition qui est faite, c'est aussi la supplémentation en vitamine C. Donc 1 gramme jour de vitamine C. Sachant que il y a une étude faite au temps de la guerre du Vietnam par les Américains sur justement l'effet préventif de la vitamine C dans la grippe. Et il était avéré que effectivement ça n'avait pas gros intérêt. Enfin, ça a été rappelé, on en a reparlé. Je sais qu'il y a des publications qui sont faites ces jours-ci dans les revues médicales et où on reparle de la vitamine C. Donc pourquoi pas? Vitamine D, vitamine C, oui. Les vacances scolaires arrivent. Peut-on accueillir ces petits-enfants sans problème? Quant à accueillir ces petits-enfants, là je pense que pourquoi ferait-on ce que ne faisait pas avant, alors que les risques sont les mêmes et sont peut-être même en train de s'aggraver? Là j'avoue que j'ai un peu de peine à comprendre. Ce que je peux comprendre peut-être, c'est que quelquefois les grands-parents servaient effectivement de remplacer les parents pendant les vacances et par conséquent ça va peut-être poser des problèmes de garde d'enfants à certains couples. Ça c'est vrai. Mais encore une fois, je ne vois pas pourquoi ce qu'on s'est interdit pendant des mois
on l'autoriserait d'un seul coup, au prétexte que ce sont des vacances. Je pense que le risque de contamination est le même. Les personnes, heureusement, certaines personnes âgées de plus de 75 ans au jour d'aujourd'hui ont pu se faire vacciner. Toutes n'ont pas eu leurs 2 injections. Savoir que la primo-injection ne confère que 50% d'efficacité au niveau de l'immunité. Il faut arriver aux 2 injections pour avoir un taux prévisible de 97%. Ceci dit, c'est la première fois que nous avons un vaccin disponible qui apporte une telle efficacité. Justement, concernant la vaccination, où en est-on dans les EHPAD, et en particulier à Rieux, au domicile partagé? Alors, les EHPAD ont bénéficié des premières vaccinations. J'ai moi-même participé avec un confrère, Dr Châtel, à la vaccination des résidents de Sainte-Marie, l'EHPAD de Sainte-Marie, où nous avons vacciné 90% des résidents. Et il n'y a eu aucune espèce de problème. Il y a juste eu un cas d'hypotension après l'injection, donc c'est probablement un malaise d'ordre vagal qui s'est arrangé dans l'heure qui a suivi. La personne a été surveillée, et dans l'heure qui a suivi, tout est rentré dans l'ordre. Pas de réaction dans les 2 semaines qui ont suivi l'injection. Et nous procéderons mardi prochain à la vaccination pour la 2e injection. Concernant notre domicile partagé, où il y a 8 résidents, ce domicile partagé, il répond aux mêmes critères que les 40 autres, enfin 41 autres même, domiciles partagés qui existent en Morbihan. Sachant qu'il y a 42 domiciles partagés avec chacun 8 résidents, ça représente quasiment 3 EHPAD. C'est ce que j'ai communiqué à l'ARS, et je me suis également adressé à notre député, Paul Molac, pour faire valoir que les résidents des domiciles partagés, eh bien, ils étaient de la même qualité, on va dire, que les autres résidents d'EHPAD, qui avaient les mêmes problèmes, et que par conséquent, il était anormal qu'on ne les vaccine pas en priorité. Le problème, j'ai une bonne nouvelle, le problème est réglé, puisque depuis hier, l'ARS a envoyé un communiqué au CLARPA qui gère les domiciles partagés sur le Morbihan, pour dire qu'effectivement, les résidents des domiciles partagés et les personnels qui les entourent seraient vaccinés en priorité. Donc ce sera dans le 2e lot qui devrait arriver la semaine prochaine. Donc j'espère qu'on pourra vacciner nos résidents la semaine prochaine, et que j'espère que les résidents des autres domiciles partagés seront également vaccinés la semaine prochaine ou la semaine suivante au plus tard. Concernant la vaccination, justement, la population de plus de 75 ans est en train de se faire vacciner. Pour la suite, souhaitez-vous que le corps médical, et les docteurs en particulier, participent à la campagne de vaccination? Ça, là, il n'y a aucun problème là-dessus. D'ailleurs, on a vu la réaction des professionnels de santé libéraux, que ce soit les infirmières, les médecins, les pharmaciens. La réaction a été unanime, et tout le monde s'est porté volontaire pour intervenir dans la vaccination. Via d'ailleurs une association qui s'est créée, qui regroupe tous les professionnels de santé au sein de la communauté d'agglomération. Donc, au jour d'aujourd'hui, le personnel est en place. Maintenant, la technologie, c'est-à-dire que le vaccin Pfizer et Moderna sont des vaccins qui sont hautement performants, mais dont le maniement et le transport notamment est difficile et délicat. Donc, pour l'instant, nous participons dans les EHPAD et dans les centres de vaccination à cette campagne de vaccination. Lorsque nous aurons l'autre vaccin, qui est l'AstraZeneca, et puis les autres qui vont suivre, parce qu'on peut imaginer que les Soviétiques et les Chinois vont nous ramener quelques millions de doses
dans peu de temps, à ce moment-là, on aura la possibilité, nous, de vacciner directement en cabinet. Il faut savoir que la vaccination n'est pas un acte banal, anodin, et que ça nécessiterait normalement qu'il y ait un examen, un interrogatoire préalable. Bon, dans l'urgence, je crois qu'on peut faire fi de tout ça. Je compte sur la sagesse des gens pour signaler aux médecins si on a un trouble de santé ou si on a une contre-indication absolue et quelque chose qui pourrait venir effectivement poser problème à l'occasion de la vaccination. Aux États-Unis, j'ai eu cette information par ma fille qui vit à San Diego. Ils vaccinent sur les parkings par la fenêtre des voitures. Donc, nous n'en sommes pas encore là. Ok. Personnellement, docteur Fontaine, est-ce que vous recommandez à la population de se faire vacciner? Il y aura toujours des gens pour craindre la vaccination, des gens pour la dénigrer. Ça, c'est typiquement français. Malheureusement, ces gens-là sont des ignares. Ils ne veulent pas voir la réalité de ce qu'a permis la vaccination en gain de vie dans les décennies qui viennent de s'écouler. On a tous dans notre entourage eu à côtoyer un cas de poliomyélite. La polio a disparu. On a tous plus ou moins eu connaissance également dans notre entourage du décès d'un nourrisson de quelques mois d'une méningite. Ça devrait disparaître si effectivement les gens appliquaient la recommandation qui est faite de vacciner avant 12 mois contre le méningocoque. Donc voilà, je pense que nier que la vaccination est un progrès, c'est vraiment être d'un obscurantisme dangereux. Bien sûr qu'il faut se faire vacciner. Le protocole qui est prévu est le protocole le plus sage qui soit, puisque on commence par vacciner les gens les plus à risque, et puis ensuite on étend à la population générale progressivement, avec des vaccins qui peut-être seront moins performants, mais il faut utiliser les plus performants chez les personnes âgées dont on sait bien que le système immunitaire sera possiblement moins réactif que chez un sujet plus jeune. Entre un enfant, un adolescent et puis une personne de plus de 80 ans, il est certain que le système immunitaire n'a pas la même efficacité. Donc il est logique d'utiliser des vaccins qui ont effectivement une très forte activité chez les personnes les plus âgées, et puis de recourir à des vaccins beaucoup plus maniables déjà, et puis qui ont un taux d'efficacité suffisamment important pour entraîner une immunité collective. Parce que le but, c'est à la fois de protéger l'individu, de protéger les autres, et puis en arrière-plan, de créer cette immunité collective qui fait qu'effectivement, on pourra se débarrasser de ce Covid. Alors j'entends aussi la crainte que les gens expriment concernant les mutants. Il faut savoir que les virus ARN, et il y en a plusieurs familles, dont le coronavirus, ont effectivement cette capacité à muter de façon extrêmement fréquente. J'ai entendu lire, et je l'ai lu, que depuis le départ de l'épidémie, il y aurait eu 2000 variations. On nous a beaucoup parlé du mutant anglais. Là, c'est un problème, le brésilien aussi, et le sud-africain aussi. Pourquoi? Parce que là, la mutation est beaucoup plus importante. Si la mutation est plus importante, elle peut entraîner des différences dans le pouvoir de diffusion, la virulence du virus, voire même sur sa longévité, sur le fait qu'il persiste ou pas dans l'organisme.
Donc, n'ayons pas peur pour l'instant des mutants, dans la mesure où il semblerait bien que, avec la réserve peut-être du virus brésilien, que les autres mutants qui sont apparus, eh bien, le vaccin reste actif. Donc, pour l'instant, soyons confiants. Par ailleurs, il faut savoir que l'équipe Pfizer, Moderna, qui est donc, dont la recherche est dirigée par une éminente chercheuse, dont je n'arrive pas à retenir le nom, et je m'en excuse, personne qui travaille sur l'ARN messager, et maintenant depuis 10 ans, après avoir récupéré les travaux de Jérôme Monod et collaborateurs de l'Institut Pasteur, et je pense que cette femme, admirable, eh bien je pense qu'elle sera certainement nobilisée et qu'elle aura cette année le prix Nobel de la médecine. Cette personne est passée à la télévision, a expliqué ses travaux, et elle a bien indiqué que à tout moment, on peut modifier le vaccin. Ça prendra quelques jours, en cas où vraiment il y aurait un mutant qui pose problème et qui rendrait le vaccin inefficace. Donc, les équipes de Pfizer, où d'ailleurs sont beaucoup de transfuges de français de Pasteur, se dit au passage, eh bien, ces équipes-là sont prêtes à modifier de toute façon la composition du vaccin et à l'adapter à tout moment. Eh bien, merci docteur, c'est riche d'enseignements. Merci.